Bonsoir. L'enfant de Chicoutimi atteint de leucémie, celui de Dalhousie, Nouveau-Brunswick, dont les reins ne fonctionnent pas, et cet autre de Montréal, victime d'un accident de la route, ont tous un espoir en commun. L'hôpital Sainte-Justine, le centre pédiatrique le plus important de l'Est du pays. Fondé à Montréal il y a 80 ans, cet hôpital s'est toujours voulu différent. Une de nos équipes est partie à la recherche de cette différence. Sur une période de 4 jours, elle a arpenté tous les étages, visité tous les départements de Sainte-Justine. Voici donc 40 heures de la vie d'un hôpital dont la clientèle n'est pas comme les autres. Moi, je trouve que c'est des oreilles un peu coquines qui me regardent. Ils n'ont pas besoin de me regarder, tes oreilles. Si tu veux, on peut les plier. Comme ça, on va avoir des oreilles qui me regardent pas. C'est pas des yeux, c'est des oreilles. On va les plier comme il faut, tes oreilles, pour qu'elles soient toutes mignonnes. Est-ce qu'ils vont pouvoir entendre? Oui. Oui. Puis est-ce qu'on va couper tes cheveux? Non. Ben non, on n'est pas des barbiers. Mets-toi la tête ici. Avant. Vous savez, des enfants et des personnes âgées, faudra pas oublier ça. C'est bien important. C'est deux bouts de la vie qui est très important. Fait que si tu oublies cette partie-là, les autres t'oublient pas. Un enfant, il t'oublie jamais. Si tu lui fais plaisir une fois, il t'oubliera pas. Tu viens te faire opérer, pourquoi, toi? Pour l'œil. Ils vont l'automne cimetière. Puis tu viens te faire opérer pourquoi, toi? L'hernie. Oui. Une hernie dans quel coin? Ben, dans le ventre. Une hernie. Toi aussi? Pour l'asthme. Pour l'asthme? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te faire comme opération? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ça va être quoi, ton opération, toi? Ça va être joli. Le nez, oui. Mon cher Steve, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête! Qui veut me faire écouter son cœur? T'as un bon cœur. Jouer au docteur. Les enfants aimeront toujours ça. Ce dimanche-là, c'est jour de visite guidée pour les enfants qui doivent subir une opération mineure, une chirurgie d'un jour dans le jargon. On est impressionné, un peu figé, mais très intéressé. Oui, regarde le chouchou, il s'en va, regarde, c'est fini, OK? Pour les autres, pour près de 25 000 enfants hospitalisés chaque année, Sainte-Justine n'a rien d'un jeu. Ils viennent de partout au Québec, certains des Maritimes et même de l'Ontario. Ils vivent et survivent au jour le jour. Les maladies de ces enfants sont souvent chroniques, parfois fatales et toujours graves. Moi, comme c'est là, il ne fonctionne plus mes reins. Donc, j'ai besoin de la dialyse là, pour filtrer mon sang. Stéphane avait juste 2 mois quand j'ai commencé à venir ici. D'où vous venez? Dalhousie, Nouveau-Brunswick. Dalhousie, Nouveau-Brunswick. C'est ça. Et vous êtes obligé de faire tout ce chemin-là? Il n'y a pas moyen de Non, il n'y a traiter... pas de spécialiste ici à chez nous. Pas pour le cas à Stéphane. J'ai mis appliqué sur le doigt, je vais avoir mon poteau. Ton quoi? Mon poteau. Qu'est-ce que c'est, ça? Les solutés. Un soluté. Est-ce que tu en as déjà eu une ponction lombaire, toi? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Si on a une photo d'un enfant qui est décédé, on l'enlève. Pourquoi? Parce que nous, on traite les patients pour les guérir et on veut pas continuer à vivre sur le passé. Tu sais, les gens arrivent, ah, lui, il est mort. Tu sais, c'est quelque chose qui attire quand même un peu l'attention. C'est pas qu'on n'en parle pas si les gens nous parlent de la mort ou bien quelque chose, on va en parler avec eux autres. Mais on veut pas stagner là-dessus. Nous autres, on veut avoir des enfants bien vivants qu'on veut essayer de guérir. Qu'est-ce qu'ils ont, tes reins? Ils sont finis. Puis t'as eu une grève de rein. Une grève de rein 6 ans passés. Tu as eu une grève de rein l'an passé? Oui, juste avant Noël. 21 ans que j'étais à l'hôpital Sainte-Justine. Depuis l'âge de 18 mois, je me suis fait opérer à cœur ouvert. Puis c'est après ça que ça a commencé les problèmes. Ben, tu dis, je suis tannée d'être malade. C'est ça qu'elle veut dire. Je dis des maudits médicaments, des fois, puis
Des fois, ça me tente de me tuer. Puis... Hey, dis pas ça! Je suis bronchite chronique oblitérante avec hypertension pulmonaire. C'est... je fais les dermes j'enfle beaucoup si je fais de l'eau au poumon, au cœur, puis j'ai le foie gros, puis je fais trop des infections, puis des surinfections. J'entre souvent 2 semaines, 3 semaines. Ils ont trouvé en 80 la maladie comme telle, qui était la thalassémie majeure. Et à ce point de vue-là, j'ai dû opter pour des traitements subcutanés avec une pompe, injection d'espérale pour éliminer le fer. Ça fait 4 ans que je suis en cours. Puis à ce point de vue-là, le foie travaille à 50%. Ça fonctionne. Quel âge as-tu là en ce moment? En ce moment, j'ai 28 ans. Et on te garde à l'hôpital quand même? Oui, cause prioritaire. Tu regardes les monos? La vaccination a fait disparaître la diphtérie, le tétanos, diminué beaucoup la coqueluche, a fait disparaître presque complètement la rougeole, la rubéole, les oreillons. La poliomyélite, c'est disparu. Vous savez qu'il n'y a pas eu une poliomyélite au Canada et aux États-Unis depuis 2 ans. Aucun en Amérique. Mais par contre, vous dites qu'aujourd'hui, la lourdeur des cas augmente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a bien des enfants qui étaient voués, évidemment, au décès autrefois, qu'aujourd'hui, on peut, par toutes sortes de moyens, l'alimentation parentérale, toutes les techniques, la chirurgie cardiaque, par exemple, on peut les prolonger ou même, à l'occasion, sinon les guérir, le moins rendre confiance. Donc, on fait beaucoup plus de choses difficiles qu'avant. Alors, les gars, je vous rappelle que depuis 3 semaines, les gars ont toujours gagné à tous les soirs. Les maladies évoluent avec le temps, tout comme la façon de les voir et de les traiter. Alors, j'espère que les filles, vous allez voir. Il y a 15 ans, Sainte-Justine créait une toute nouvelle unité de soins, la médecine de l'adolescence. Là aussi, les maladies changent avec les années. Autant il y a 15 ans, on avait beaucoup de problèmes de patients admis pour des problèmes d'intoxication, des réactions de toxicité aiguë, de dissociation, ce qu'on appelait à l'époque des bad trips, avec les adolescents. Aujourd'hui, c'est rare, c'est très rare qu'on ait ces pathologies-là. Au cours des années 70, on a vu apparaître un autre type de pathologie qui était relié à la pratique sexuelle des adolescents. On a eu un peu plus de salpingite, de maladies transmises sexuellement. On a eu des grossesses, on a eu des avortements, un peu plus dans les années 70. Et fin des années 70, début des années 80, là, on était envahi par les problèmes des troubles de l'alimentation, les problèmes d'anorexie mentale, les problèmes de boulimie, surtout l'anorexie mentale. C'est des pathologies qu'on voyait pas beaucoup. Et au cours des années 70 également, et début des années 80, et encore aujourd'hui, on a vu beaucoup de problèmes reliés à ce qu'on a appelé la violence, c'est-à-dire les troubles d'ajustement aux séparations, au divorce des parents, les intoxications volontaires, les tentatives suicidaires. Tentatives de suicidaire, il y en a quasi tout le temps sur l'étage. C'est ça. Vas-y, serre fort. Tu veux que ça? Serre fort les coudes. En haut vers le plafond. Vas-y. Pousse-moi ça. Vas-y. Pousse fort. Pousse fort. C'est ça. Pousse plus. 3500 bébés naissent chaque année à Sainte-Justine et on y reçoit plus de la moitié des grossesses à risque élevé du Québec. L'an dernier, 500 prématurés de moins de 2,5 kg y sont nés. Ça, c'est une fille. Garçon. Le travail de José Leblanc n'est pas terminé. Pendant qu'une équipe de spécialistes s'active autour du premier bébé, son deuxième fils s'agrippe à la vie. Pousse plus. Pas déjà. Comme tous les prématurés, les jumeaux sont transférés aux soins intensifs pour nouveau-nés, la néonatologie. Ici, il y a 10 ans, on perdait les enfants de 28 semaines et moins. Aujourd'hui, on les sauve parfois jusqu'à 24 semaines, alors qu'ils ne pèsent que 500 grammes. Dans ces cas extrêmes, 3 prématurés sur 10 risquent de rester handicapés. La moitié des autres auront des retards d'apprentissage. Devant ces résultats, les médecins eux-mêmes sont ambivalents. Notre but en néonatologie, c'est pas de gagner des prix pour l'enfant le plus petit qu'à sauver, mais pour avoir une qualité de vie qui est acceptable au moins.
les mères, surtout, se sentent tout à fait, au début, là, se sentent tout à fait impuissantes devant toute cette technologie-là qui, finalement, a pris la relève dans le processus de sa grossesse. Cette technologie-là qui va porter son enfant à terme. Alors qu'elle se sent, en tout cas pendant un certain moment donné, plus comme une espèce de spectatrice, beaucoup plus que participante à tout ça. Elle se sent vide, on a l'impression qu'on lui a enlevé son enfant quelque part, puis on la met, il y a des mères qui me disent, ben on nous met devant une boîte en plastique, puis on me dit, ça c'est ton enfant. Si vous avez quelques enfants de 25 ou 26 semaines, et ces enfants survivent, et ils sont pris sur tout un système de soins pendant des mois, ça devient, quand même si c'est très peu en nombre dans une année, mais ça devient une certaine boule de neige. Ça devient des chroniques dans des unités, et ça peut, à un moment donné, empêcher même la capacité de recevoir des autres enfants. Ça fait 1 an et demi, ça a toujours été permis, là. Et on trouve ça moins drôle, là, oui. T'as-tu peur? Oui, ben non. Ils sont pas dangereux, eux autres. Non, depuis sa naissance, la maison de Jacinthe, c'est l'unité des soins intensifs. Ici, tout le monde l'a adoptée. Elle était prématurée, son développement physique n'était pas complété, alors on a dû lui faire une trachéotomie, c'est-à-dire qu'elle respire grâce à un tuyau placé à même sa gorge. C'est aussi le cas de Maggie Durand. L'œsophage, ça se rendait pas à l'estomac, alors ils ont fait une gastrostomie qu'on appelle. C'est un tube qui est relié avec son estomac. Fait qu'elle est nourrie là parce qu'elle peut pas manger par la bouche. Tout ce qu'elle avale par la bouche, ça sort dans son cou à cause qu'elle... Ça, c'est une trachéo, c'est ça la trachéo, c'est qu'elle pousse ses sécrétions à sortir parce que le chose ne se fait pas, là, Ouais, correct. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter outre mesure, ça, vous? Non, ça, c'est normal d'un bébé trachéotomisé. C'est les sécrétions, Nous, on pourrait tout s'en ça. inquiéter, mais vous n'avez pas l'air inquiet. Non. C'est juste qu'il faut aspirer à ce moment-là, et puis on a les appareils à la maison. Mais là, il y a une chose, c'est que quand elle force pour faire sa selle, elle fait ça aussi. Puis là, je pense qu'elle est en train de faire une selle. Bien, on va le partir, là. Pour libérer des lits, mais surtout pour que les enfants sortent enfin de l'hôpital, on a développé toute une gamme de soins à domicile. Moi et mon mari, et puis la sœur de mon mari, on est en train de suivre un cours qui concerne tous les bébés trachéotomisés avec pour aspirer ses sécrétions, pour justement venir à bout d'en tenir compte à elle, là, de venir à ses soins. On fait de la dialyse péritonienne à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un cathéter dans l'abdomen, puis on rentre un liquide avec du dextrose dedans, puis ça épure son sang. Puis on fait ça la nuit pendant qu'il dort. À toutes les nuits, vous Toutes les nuits, oui. Vers quelle heure vous faites ça? On fait ça quand on le couche, on le branche sur l'appareil, puis ça vaut le lendemain matin. Et vous avez suivi des cours pour... Oui, ici, 1 semaine. Une semaine complète? Oui. Est-ce qu'on vous montre seulement la technique ou qu'est-ce qu'on vous montre dans ces cours? La technique, on a toute l'anatomie, là. Ses reins ne fonctionnent pas. On attend une greffe. C'est en attendant une greffe de rein. Il a resté ici à peu près 2 ans. Elias a lui aussi été élevé à l'hôpital. Durant tout ce temps, il attendait une greffe du rein. L'opération vient d'avoir lieu. Il est sous observation aux soins intensifs. T'es mal où? Ailleurs dans l'hôpital, Jeannette Bélanger, une préposée devenue la 2e mère d'Elias, attend impatiemment de ses nouvelles. Quand il est arrivé sur le département, je l'ai pris en main, puis oui, j'adorais ce petit garçon-là. Et quand vous dites que vous l'avez pris en main, là... Je donnais son bain, je le faisais parler, je faisais s'amuser avec ses jeux, puis je le fait marcher. C'est beaucoup plus que le travail, ça. Ah oui, plus que le travail. J'avais le temps de faire mon travail, puis m'occuper de lui. Vous l'avez élevé, Elias? Oh, presque. C'est l'artère qui est rattachée à la veine. Pour survivre, plusieurs enfants doivent passer 2 et même 3 demi-journées par semaine en dialyse. Pour leur éviter des retards, les professeurs de la CECM leur donnent des cours à l'hôpital. OK. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y a?
introduit un événement déclencheur qui vient perturber... Ce qui frappe à Sainte-Justine, ce sont tous ces enfants qui attendent. Ni en colère, ni résignés, ils attendent les rares dons d'orgasme. Oui, mais j'ai fini, là. En fait, j'ai mis ma synthèse. C'est les reins qui ne fonctionnent pas. Habituellement, quand les reins ne fonctionnent plus, on fait plus pipi. Donc, on a des déchets qui s'accumulent en mangeant plusieurs choses, là, dépendant de à quel niveau le rein ne fonctionne pas. Là. Et puis, entre autres, on fait moins pipi ou on ne fait plus pipi. Puis, moi, j'ai un certain nombre de litres à boire par jour. Et puis, si je dépasse ça, c'est-à-dire que si je bois trop, je veux dire, sur le coup, je ne le ressentirai pas, mais le dimanche soir, avant de venir en dialyse, comme je retiens toute cette eau-là, je vais me sentir enflée, plus essoufflée, parce que, évidemment, je suis plus lourd. On vient d'entendre un grand cri, on était dans la pièce à côté. Qu'est-ce qui se passe là maintenant, Dr. Pierre? C'est parce que je viens de recevoir un appel de Métro-Transplantation qui a un rein disponible pour un de nos patients. Et c'est un patient qui attend depuis 5 ans. Et chez qui on avait beaucoup de problèmes, aujourd'hui même. On ne sait pas par quel moyen dialyser, là, et qui a besoin de dialyse. Ça vous excite beaucoup, ça? Oui, oui. Oui, puis en fait, c'est la première fois que je l'annonce à quelqu'un, puis c'est pas 2 heures du matin, puis il est pas au bout de la ligne endormi, tu sais. Puis moi aussi, d'ailleurs. Oui, oui, j'ai dit au père, il est dans le corridor, il est hospitalisé, l'enfant, en ce moment. Alors, c'est assez exceptionnel. C'est un enfant que vous connaissez, ça? Oui, depuis 3 ans, oui. Ça fait 8 ans qu'il est malade, Charles. Et puis, ça... Comment il a réagi quand vous lui avez annoncé ça? Je vais appeler ma mère, puis ma grand-mère, il est excité. Oui, c'est assez excitant. Alors, quand est-ce qu'il se fait faire ça, cette greffe-là? Ce soir. J'ai eu déjà une greffe. Puis on s'est aperçu que la maladie que j'avais, originalement, se jetait sur le nouveau greffon, le nouveau rein. Puis là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas prendre la chance d'essayer encore de greffer pour que ça donne la même chose. Alors, moi, dans mon cas, il faut que j'attende que la recherche trouve un moyen de contrer cette maladie-là. Pour le moment, j'ai pas de rein. La maladie n'a rien bouffé, si je peux m'exprimer comme ça. On peut pas entrer ici. Disons que j'aimerais peut-être, moi, étant donné que c'est un petit garçon qui a eu une greffe rénale, puis ça fait 2 semaines, puis là, on pense bien qu'il est en rejet, alors c'est pas tellement intéressant à parler dans ce temps-là avec peut-être les parents, puis l'enfant lui-même. Il sait qu'après 2 greffes, on a peut-être une chance d'une autre greffe, mais des reins, c'est très important. On peut pas vivre sans reins, alors il sait que sa vie, Le pronostic n'est pas très bon. On va attendre, on va voir. Dá para a mamã, que mamã, tu viens da volta, ok, mamã? Oui. Ok? Vai levar a Bubu, mamã, ça va. Ok, ça va? Ben, viens, maman. Viens avec moi. Viens, okay. Viens avec moi. Viens, on s'en va se promener. Viens. À 4 ans, Savaria aurait déjà eu besoin d'un cœur neuf. Lorsque les chirurgiens l'ont opéré pour la 2e fois à cœur ouvert, une complication est survenue. À toute vitesse et en utilisant un réseau informatisé, ils ont cherché un cœur à travers tout le Québec, puis en Ontario, mais sans succès. Savaria ne se réveillera plus. Pour Giancarlo, tout a bien marché. Il vient de recevoir son congé de l'hôpital. Il y a 2 semaines, ce bébé de 4 mois subissait une opération à cœur ouvert. On pensait qu'il était pour succomber à l'opération. Alors pour moi, c'est un miracle. Vous vous attendiez à ce que le docteur arrive Je m'attendais et au puis... pire, moi, oui. Parce que j'étais collée à la porte de la salle d'opération. J'attendais qu'ils sortent. Puis quand je les ai vus sortir, tout le monde courait pour arriver ici, pour brancher les appareils. C'est paniquant. C'était pas mal dramatique de le voir, là. On voyait quasiment pas son visage. C'était tous des appareils, des fils. Mais quand on nous a dit « Inquiétez-vous pas, madame, ça va bien », c'est les premiers 24 heures qui sont les plus difficiles. Passé cette étape-là, je me sentais rassurée. Il était entre bonnes mains. Ça allait bien. Il avait également cette masse là, qui était très importante, qui partait du rameau pubien droit et qui s'avançait, comprimant la vessie et puis le rectum. Ça, c'était aussi au CT scan là, de l'abdomen.
Une fois que la branche pubienne, les ischio-pubiennes ont été sectionnées, ça a été plus difficile de descendre vers le repli postérieur pour enlever une grosse partie de la tumeur. Je vais dire quelque chose aussi qui est peut-être un peu provoquant, mais je pense que ça mérite d'être discuté. Si ce patient-là n'a pas d'évidence de maladie à distance et qu'on veut lui donner une chance de le guérir, je pense qu'il faut une intervention agressive. Et cette intervention agressive pourrait être de l'ordre d'une exentération antérieure et postérieure, suivie de radiothérapie, cette fois-là adéquate. En ce qui concerne cette chirurgie-là, c'est toujours la même chose, là, tu sais. C'est dur à prendre. Moi, je vous donne une opinion strictement personnelle qui concerne Hervé Blanchard. J'aurais préféré mourir dans la dignité de ma tumeur que de me faire une colostomie ici et un sac vésical de l'autre côté. Moi, je pense que c'est dur à accepter. Et on ne te donne pas la garantie que tu vas guérir. C'est ça l'affaire. Moi, je suis d'accord avec l'idée du docteur Blanchard ici, d'autant plus qu'au départ, on sait qu'il y avait des métastases pulmonaires chez ce patient-là. Pour ce qui est de la radiothérapie, avec la chimio qu'il y a eu antérieurement, avec une bonne localisation avec la résonance magnétique ou le CT scan, je pense qu'on pourrait arriver à délimiter un champ et un volume tumoral assez pertinent et probablement se contenter d'une dose de 5000 centigrés et non pas de 6000. Je pense que c'est faisable en gardant une vessie et un rectum fonctionnel. Je pense que oui. Ce patient-là, quand même, si on arrive à le débarrasser de ses métastases cérébrales et à intensifier le traitement leucorégional, il n'y a rien qui nous dit qu'il ne sera pas le 1% des statistiques qui survivra. Mais pour lui, ça sera du 100%. Mais est-ce qu'on va lui présenter ce tableau-là? Vous avez à peu près 1% des chances de survivre et il faut que vous passiez par chimio, radiothérapie et chirurgie. On va tout lui dire ça. Oui, on va lui dire ça. Parce que c'est sa vérité à lui. En lui disant que vous avez 1% des chances. Oui. Après, c'est son choix. Et qu'est-ce qu'ils choisissent les gens d'habitude dans ces cas-là? La plupart du temps, les gens ne se raccrochent pas beaucoup à 1%. Richard, j'ai mis un éléphant puis je l'ai appelé Beau Soleil. À Sainte-Justine, 750 enfants reçoivent des traitements pour la leucémie ou d'autres formes de cancer. C'est une guerre sans merci. Un enfant sur deux la remporte. Il avait beaucoup mal aux jambes, il faisait souvent des montées de fièvre. Puis c'est là qu'ils ont déclaré que son sein était pas, qu'il avait du cancer, mais c'était aigu pas mal. C'était pas mal, mais grave. Puis ça faisait peut-être depuis un certain temps qu'il avait la leucémie, mais ça s'était découvert très tranquillement. Il n'avait pas été très malade. Il avait arrêté de marcher, puis là, on se posait des questions. On a vu plusieurs médecins au Sénat ici, puis là, formule sanguine, puis là, tu te fais dire, là, oups, il y a un problème dans la formule sanguine. Ça a pris une semaine avant d'avoir un diagnostic final, à savoir c'était quelle sorte de leucémie. Là. Puis là, on se promène Notre-Dame, Sainte-Justine. Et 2 fois par semaine avec la semaine, mais c'est 5 jours là-bas, puis c'est 2 jours aussi régulièrement. On n'arrête pas. Comme tantôt, il y a une ponction lombaire. Il dit ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais les 5 dernières fois, il n'a pas pleuré. C'est moi qui viens de cœur gros, là, hein? Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ces traitements-là, toi? Qu'est-ce qui te dérange le plus? C'est la ponction lombaire. Pourquoi? Parce que, tu sais, tu sens quand ils sortent les affaires, puis ils creusent, tu sais, ils pèsent fort, puis ça fait mal. Les rechutes dans tout ça, comment on prend ça? C'est ce qu'il y a de pire à prendre. C'est la pire chose qui peut arriver à une rechute. Parce qu'au début, ça dérange complètement toute la famille de venir toutes les semaines à Sainte-Justine, de vivre avec un enfant malade comme ça. Il faut que tu te réorganises. Puis là, comme tu commences un petit peu à t'installer au bien de quoi, là, il t'arrive une rechute. Bon, c'est très difficile à prendre. Parce que là, tu perds des chances. Tu sais que tes chances sont moins bonnes de t'en sortir. Et puis là, tu recommences des traitements qui sont plus intensifs, tu te réorganises, Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. C'est votre premier? Oui. Depuis le milieu des années 70, les parents peuvent rester 24 heures sur 24 avec leur enfant. À certains étages, en soirée, c'est une véritable organisation de camping qui se déploie. Comme les cas sont plus graves et que le nombre d'infirmières n'augmente pas, la présence des parents est de plus en plus indispensable.
La présence des parents est, d'après moi, essentielle et on l'encourage beaucoup. Premièrement, en ayant des cas plus lourds, les enfants sont plus malades. Ils ont besoin de quelqu'un qui connaisse. Ils ont besoin de se sentir. C'est un milieu qui est très traumatisant pour eux. C'est important pour ces enfants-là de se retrouver avec quelqu'un de familier. Et effectivement, ça nous aide beaucoup, nous, le personnel. Si on a des traitements compliqués à faire ou on a de la misère à avoir la participation de l'enfant, si les parents sont là pour le calmer, oui, effectivement, ça nous aide beaucoup dans notre travail. C'est qui l'a suivi comme médecin? Tous les jours, de 40 à 50 enfants sont hospitalisés via l'urgence. Et comme dans les autres hôpitaux de Montréal, cette urgence-là est très souvent pleine à craquer. Là, ça peut être combien de personnes qui viennent ici? En soirée, dans une journée totale, on peut facilement chiffrer jusqu'à 400. Alors, la population peut facilement se déplacer le soir. Facilement, ça peut aller jusqu'à 200 patients par soir en période de fête. Normalement, c'est quelque chose qui va aux alentours de 200-250 par jour. Et puis ça peut vouloir dire, pour quelqu'un qui arrive, là, qui se met au début de la queue, combien d'heures d'attente? 2-3 heures, parfois de joyeuses heures d'attente qui peuvent aller jusqu'à 8-9 heures. Quand on vous amène un cas qui nécessite une hospitalisation, par exemple, est-ce que vous êtes obligé, comme dans d'autres endroits, de garder les gens dans les corridors, des choses Jamais comme ça? c'est arrivé. Jamais. À Sainte-Justine, sauf une demi-heure, une heure, si jamais le lit n'est pas prêt, quelque chose comme ça. Mais évidemment, de la façon que ça fonctionne, il y a des moments où l'urgence est très encombrée. Et les moments, c'est facile à prévoir. C'est les moments où les autres facilités de soins sont fermées. Le temps de Noël, c'est affreux. Pourquoi? Parce que les CLSC sont fermés, les bureaux de médecins sont en partie fermés, les cliniques sont en partie fermées. À ce moment-là, si quelqu'un est inquiet, il faut qu'il aille dans un hôpital. C'est pour ça, c'est pas parce que les enfants sont plus malades, c'est parce qu'il y a des autres facilités. Et ça, depuis quelques années, c'est ça que le drame, c'est que les autres facilités ferment. Regarde, c'est drôle. Tu veux? Et on va se promener après. On se promène. Oh! Marie-Chantal! Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Chantal, comme maladie? Marie-Chantal, c'est une trisomie 18. Une trisomie 18. C'est ça. Il y a un endroit presque oublié à Sainte-Justine. Comment est-ce que je l'ai? L'unité des soins prolongés reçoit rarement des visites. Regarde, tu vas écouter, tu vas La cinquantaine d'enfants qui sont là, tous gravement handicapés, passeront probablement le reste de leur jour à l'hôpital. Tu vas te mettre ton chapeau? Ta tête? Ouais. Tu vas... Ah, tes mitaines aussi, hein? Tes mitaines. Ce sont tous des enfants handicapés. Il y a des handicapés physiques, déficients mentaux aussi, quelques-uns. Et il n'y en a pas un qui est autonome dans tous les enfants. Il faut tout faire pour eux, tout penser aussi pour eux. C'était vraiment, je vois ça comme un cadeau de la nature. Vous êtes très attaché à cet enfant-là? Oui, oui. J'ai appris à la découvrir aussi au fil des heures que je suis venue ici, là. Et puis j'ai appris à découvrir aussi qu'est-ce que ces enfants-là peuvent nous apporter. J'ai perdu beaucoup de préjugés sur la personne handicapée, les personnes handicapées mentales aussi. Jean-Marc, que l'arthrite empêche de marcher, c'est le plus autonome des enfants des soins prolongés. Il ne quitterait pas cette unité de soins pour tout l'or du monde. Il est ici, chez lui.